La conférence de ce soir va être donnée par M. Thierry Ripoll, qui est chercheur en psychologie cognitive à l'Université de Marseille et membre du laboratoire de psychologie cognitive. Le titre de la conférence est Complotisme, aspect psychologique et politique. Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, nous sommes les Sceptiques du Québec. On est un organisme non lucratif. La mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences. Plusieurs conférences sont déjà enregistrées. Vous pouvez les accéder sur notre site web. Alors, la conférence de ce soir, M. Thierry Ripoll, il est professeur de psychologie cognitive et de sciences cognitives à l'Université de Marseille. Ses objets de recherche sont le raisonnement, la mémoire, la perception visuelle. Il est auteur de plusieurs livres, dont Pourquoi détruit-on la planète, qui parle des déterminismes anthropologiques et psychologiques qui nous conduisent à la destruction de la planète. Il a écrit aussi Pourquoi croit-on sur les processus cognitifs à l'origine des croyances infondées et de l'esprit au cerveau, aborde les représentations des représentations philosophiques et intuitives du rapport esprit-cerveau. Il y a d'autres livres aussi qui ont été publiés, c'est pas ça, c'est juste ces trois derniers. Alors, je laisse la parole à M. Thierry Ripoll. Très bien. Eh bien, d'abord, merci de m'avoir invité et c'est un plaisir d'être parmi vous. Je crois que c'est la première fois que je fais une visioconférence dans un pays étranger. Donc voilà, c'est une première. Alors, je vais vous parler donc des croyances que j'appelle infondées. Et ce que j'exprime directement dans ce titre, c'est qu'en fait, notre cerveau humain, c'est, je dirais, de manière naturelle, une machine à produire des croyances infondées, parmi lesquelles le complotisme et beaucoup d'autres, bien sûr. Et j'aborderai la question du complotisme plutôt vers la fin, parce que je pense que c'est nécessaire de poser certains préalables d'abord. Alors, d'abord, je voudrais simplement définir ce que j'appelle une croyance infondée, parce que le mot croyance est tellement polysémique que j'ai préféré lui associer le qualificatif d'infondé pour bien situer ce qui m'intéresse. Alors moi, je considère qu'une croyance est infondée quand il y a un décalage évident entre les éléments théoriques ou empiriques qui permettent de soutenir une croyance et la force, la conviction ou la foi que l'on accorde à cette croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous sommes un certain nombre d'humains, je dirais même une majorité, à avoir des croyances extrêmement fortes, si fortes qu'elles peuvent conduire par exemple au sacrifice de sa vie, alors même qu'en réalité, on n'a pas tellement d'éléments pour les soutenir, ni théoriquement, ni empiriquement. Et ça, c'est quand même une singularité humaine qu'on ne retrouve dans aucune autre espèce animale. Donc, c'est ce type de croyance qui m'intéresse. En fait, je considère que les croyances, c'est comme un effet secondaire de la puissance de notre système cognitif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, au même titre qu'un médicament a une fonction que l'on a conçue pour, mais la plupart des médicaments ont des effets secondaires qui peuvent être indésirables, qui ne sont pas liés aux molécules actives, mais qui ont des effets comme ça, qui parasitent le traitement. Eh bien, nous, c'est pareil, notre système cognitif a évolué de sorte d'avoir un cerveau qui est extrêmement puissant. Nous sommes extrêmement intelligents au regard des autres animaux de la planète, mais cette puissance, en fait, naturellement, va nous permettre, nous conduire à produire des croyances infondées. Donc, en fait, c'est un produit de notre intelligence. Je suis à peu près persuadé, c'est difficile de le montrer, mais tout porte à croire, par exemple, que les chimpanzés, qui sont très proches de nous, ne développent pas du tout le type de croyances que nous pouvons nous-mêmes développer. Alors, c'est ce qui fait que les hommes ont non seulement une capacité incroyable, mais une propension irrésistible à produire des fictions. En fait, nous passons notre temps à générer des fictions qui ont comme fonction de rendre intelligible ce qui est autour de nous. C'est-à-dire que dès lors qu'on est confronté à une situation problématique, de toute façon, nous avons besoin d'explications, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres animaux. Et associé à cette propension à produire des fictions, il y a ce que j'appelle l'obsession du monde caché, c'est-à-dire une intuition finalement extrêmement répandue que le monde ne se limite pas à ce qui nous est directement accessible.
qu'au-delà des apparences, au-delà de ce que nos sens nous permettent de voir, eh bien, il y aurait une autre réalité peut-être plus profonde, plus importante, qui n'est pas accessible et qui est en quelque sorte cachée derrière l'écran de fumée qui est le réel ordinaire. C'est en fait quelque chose qui est très bien exprimé par Platon dans la métaphore de la caverne, mais en réalité, c'est aussi, je dirais, le fondement de la philosophie, parce que les philosophes essayent de chercher des explications qui vont au-delà de ce qui est immédiatement accessible, et c'est aussi le fondement de la science, puisque les scientifiques essayent de comprendre leur univers au travers souvent de principes, de forces qui ne sont pas directement accessibles. Donc en fait, cette capacité de produire des fictions et d'imaginer un monde caché, elle est commune aux croyants, de manière générale, aux scientifiques et aux philosophes. La seule distinction qu'on peut faire entre ces trois catégories d'humains, on va dire, c'est simplement qu'elles vont différer par rapport au niveau d'exigence qu'elles se donnent pour valider ces fictions. Et c'est sûr que le niveau d'exigence que s'imposent les scientifiques n'est pas le même que le niveau d'exigence que s'imposent les croyants. Mais on est mu par les mêmes forces qui nous conduisent à générer des fictions et à supposer l'existence du monde caché. Alors, ce que la plupart des chercheurs ont montré avec de légers désaccords, mais globalement c'est ça, et c'est ce que je développe dans mon livre, c'est que bien sûr les croyances infondées sont de nature très diverse et souvent elles ont l'air de pas avoir de points communs. Le fait de croire en Dieu, par exemple, bah, ce n'est pas la même chose que de croire à l'astrologie ou de croire que quand on voit un chat noir, ça va porter malheur. Mais en réalité, ce que l'on montre, c'est que derrière cette variété absolument infinie de croyances humaines, il y a des processus cognitifs qui sont similaires ou identiques. Alors, quand je dis ça, et surtout quand je m'adresse à des personnes qui sont croyantes, je m'empresse de leur dire que cela ne me conduit pas à mettre au même niveau toutes les croyances. Il y a des croyances plus ou moins intéressantes, plus ou moins remarquables, plus ou moins structurées, mais n'empêche que derrière, les processus cognitifs sont de même nature. Alors, ce que je vais faire dans une première partie de l'exposé maintenant, c'est vous donner quelques indications sur ces processus cognitifs. Je ne peux pas être exhaustif parce que ça serait très long, donc je vais simplement en cibler quelques-uns. Alors, je vais commencer par cette question. Est-ce que vous êtes analytique ou est-ce que vous êtes intuitif? Et cette question fait référence à une grande dichotomie qui a été initialement faite par Kahneman et Tversky, donc des psychologues, mais qui a été reprise et développée par d'autres psychologues. Et elle fait référence à deux modes de traitement de l'information qui semblent distinguer assez clairement les personnes croyantes et les personnes sceptiques. Alors, je vais vous poser un petit problème et ensuite, qui va me permettre d'illustrer ce que ça peut être. Et ensuite, je définirai ces deux types de traitements de manière un peu plus théorique. La question est la suivante, peut-être que vous la connaissez. Si vous avez lu mon livre, elle en fait partie. Voilà le petit problème. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 €. La raquette de tennis coûte 10 € de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle? Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez le problème. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous laisse répondre. Mais on ne va pas trop quand même tarder. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on pose cette question, même à des individus qui sont intelligents, bien sûr, la plupart des individus répondent que le jeu de balle doit coûter 1 €. Et c'est faux, évidemment, parce que si le jeu de balle vaut 1 € et que la raquette de tennis vaut 10 € de plus que le jeu de balle, c'est que la raquette de tennis en fait 11. Et dans ce cas-là, 11 plus 1, ça fait 12 et ça fait pas 11. Et la bonne réponse, c'est 0,5 €. Alors, pourquoi la plupart des gens sont persuadés que la bonne réponse est 1 €? Eh bien, parce qu'ils font un traitement extrêmement rapide de l'information, très automatique, intuitif, qui consiste à prendre les deux valeurs 11 € et 10 € et de faire une soustraction sans analyser exactement le contenu de la question. En fait, on considère en général que c'est
le fait d'avoir fait appel à son système intuitif, un mode de traitement de l'information assez particulier, qui est à l'origine de beaucoup de biais cognitifs, qui va conduire à ce type d'erreur. Alors que le système analytique, lui, va prendre le temps de l'analyse, va suspendre son jugement, retarder le moment de la solution et au travers d'une analyse plus, on va dire, rigoureuse, parvenir à la solution correcte. Alors, le système intuitif, je le décris ici dans les grandes lignes, il opère rapidement, automatiquement, il est sensible à la dimension affective et émotionnelle, on verra que ça a son importance. Il est motivé par des principes hédoniques, c'est-à-dire que malgré tout, une de ses fonctions, c'est de se faire plaisir. Et il est réfractaire à la remise en cause, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas bien qu'on remette en cause le produit de son fonctionnement. Le système analytique, lui, eh bien, il opère lentement, sous contrôle de la conscience en grande partie. Il est assez bien corrélé à l'intelligence, il est capable d'autocorrection et évidemment, il est en relation avec le développement scientifique. Si ce système analytique n'existait pas, la science n'existerait pas. Et personnellement, je considère que une des missions que devrait se donner l'éducation, c'est justement de booster le système analytique de sorte à faire contrepoids aux erreurs qui sont issues du système intuitif. Et on peut dire, pour faire vite, que le système intuitif, en fait, c'est le système par défaut. C'est la pente naturelle et c'est un système que j'appelle métaphoriquement paresseux parce qu'en fait, il demande peu d'efforts. C'est celui qui se met en branle spontanément et qui requiert peu de ressources cognitives. Alors que le système analytique, c'est un système exigeant qui est un produit de l'éducation. Ce n'est pas quelque chose de très naturel. Et c'est un système qui requiert un effort, qui requiert des ressources cognitives. Bon, voilà pour une description très sommaire de cette dichotomie. Et on va voir qu'elle a un certain nombre de conséquences. La première, eh bien, c'est que si on teste des sujets, il existe des tests qui permettent d'évaluer la force relative du système analytique et du système intuitif chez un sujet. Eh bien, on va observer que, toute chose étant égale par ailleurs, les sujets les plus intuitifs sont les plus croyants et les sujets les plus analytiques sont les plus sceptiques. Et en ce sens, Pascal avait tout à fait raison quand il disait « c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison, c'est cela la foi ». Ça veut dire que c'est avec mon système intuitif que j'ai accès à cette intuition de l'existence de Dieu, mais ce n'est pas avec la raison, c'est-à-dire avec le système analytique, parce que le système analytique, d'aucune manière, ne peut permettre de conclure à l'existence de Dieu, de même qu'il ne peut conclure d'ailleurs à son inexistence. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer une première expérience assez amusante d'un psychologue canadien d'ailleurs, mais de Colombie-Britannique, qui s'appelle Penny Cook, qui a fait la chose suivante. Il a repris des mots assez stéréotypés de Deepak Chopra, que vous connaissez sans doute, puisqu'il est assez connu en Amérique du Nord, beaucoup plus qu'en Europe. Et Deepak Chopra, qui est une espèce de médecin gourou, utilise des mots qui évoquent des choses très spirituelles. Et Penny Cook a fait un petit algorithme qui reprend ces mots et qui assemble ces mots de manière aléatoire pour créer des phrases comme celle que je vous montre là. Le monde physique résulte de photons karmiques, la transcendance révèle l'existence de forces quantiques. Et ensuite, il a demandé à des sujets d'évaluer la profondeur de ces phrases, donc leur signification. Et il a réalisé deux groupes de sujets, des sujets qui fonctionnent de manière très intuitive et qui sont globalement croyants, et des sujets qui fonctionnent de manière très analytique et qui sont plutôt sceptiques. Et le résultat est assez étonnant, c'est que les sujets les plus croyants ont tendance à accorder de la signification à ces phrases qui n'ont aucun sens, puisque en fait, c'est un algorithme qui les a produits de manière aléatoire. Donc, les personnes qui ont tendance à fonctionner de manière intuitive sont des personnes qui sont plus susceptibles d'accorder du crédit au bullshit, donc aux conneries,
que des personnes qui fonctionnent de manière analytique. Donc, c'est un premier effet de cette distinction entre système intuitif et système analytique. Un autre facteur qui joue un rôle assez discriminant entre les sceptiques et les crédules, c'est un biais qu'on appelle donc en anglais jumping to conclusion, donc sauter sur la conclusion, associé à un traitement partiel de l'information. C'est-à-dire que les gens qui sont croyants, qui sont les plus crédules, ont une tendance plus accrue que les sceptiques de conclure de manière hâtive sur la base d'informations insuffisantes. Alors, comment on teste les sujets? Eh bien, on leur présente la situation suivante. On évite, comme vous le voyez ici, d'utiliser des notions qui peuvent être idéologiquement connotées. Donc, on est dans un univers abstrait pour pas que les croyances interviennent. Et on dit la chose suivante. Vous avez deux urnes. Une urne A dans laquelle vous avez 80% de boules rouges et le reste de boules vertes. Et une urne B dans laquelle il y a 20% de boules rouges et 80% de boules vertes. On dit ensuite qu'on prend une de ces urnes, mais on ne sait pas laquelle, et on va procéder à un tirage aléatoire de ces urnes. Et on va simuler un tirage aléatoire, en fait, je contrôle, et on demande au sujet, à partir du tirage que vous voyez défiler devant vous, on leur demande d'indiquer à quel moment ils sont certains qu'il s'agit de l'urne A ou de l'urne B. Alors, bon, voilà, ça peut durer, je le fais en accéléré, assez longtemps, jusqu'à ce que les sujets aient conclu, voilà, je suis certain, dans le cas présent, qu'il s'agit de l'urne A. Et ce qu'on observe, c'est que les sujets les plus croyants concluent avant, en moyenne, que les sujets les sceptiques. Et par ailleurs, et c'est là que le biais est terrible, c'est que plus on conclut vite, et moins on a la capacité de revenir sur la conclusion, quand bien même on donne des informations contradictoires avec la conclusion que l'on a faite. Donc, c'est encore une distinction entre sceptiques et croyants, et le fait de conclure vite est bien sûr une des caractéristiques du système intuitif. Alors, ce biais, c'est important de le dire parce que j'y reviendrai, il est évidemment d'autant plus prononcé que l'on conclut quelque chose qui nous fait plaisir. Et je rappelle que le système intuitif a une composante hédonique. Et donc, si on peut conclure rapidement quelque chose qui nous fait plaisir, qui va dans le sens de ses croyances, eh bien, on ne va pas s'en priver. Pour l'illustrer, je voudrais évoquer ce message anti-vax que vous avez probablement entendu ou lu comme moi pendant l'été dernier, qui disait, voilà, le vaccin ne marche pas parce que 3 personnes sur 5 qui sont hospitalisées en Israël sont vaccinées. Donc, le ratio montre bien que le vaccin ne marche pas. Et je peux vous assurer qu'y compris en France, jusqu'à aujourd'hui, vous avez des hommes politiques influents qui ont repris cet argument sous une forme différente, mais qui l'ont repris. Et d'ailleurs, Didier Raoult aussi l'a repris. Mais c'est absurde, bien sûr, puisque ce dont il faut tenir compte, c'est le pourcentage initial de personnes vaccinées. Si vous avez 95% de personnes vaccinées, alors ce ratio, au contraire, montre que le vaccin est très efficace. Donc, conclure rapidement sur la base d'une information limitée, eh bien, ça peut conduire à des erreurs d'interprétation et potentiellement à des croyances qui ne sont pas valides. Une autre caractéristique bien connue des croyants, c'est leur propension à établir des relations causales sur la base de coïncidences. C'est un grand thème, de toute façon, de beaucoup de formes de pensée ésotérique. Il y a des coïncidences dans l'univers et ces coïncidences ne peuvent pas être dues au hasard. Et donc, il y a une relation causale qu'il faut identifier. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre système cognitif. Pourquoi? Parce que identifier des relations causales, c'est adaptatif. Je veux dire, pour notre survie en tant qu'individu, c'est très important de pouvoir identifier ce qui est la cause de quoi.
parce que ça permet d'ajuster son comportement, soit pour éviter des conséquences négatives, soit pour rechercher des conséquences positives. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal, sauf que chez les croyants, ce biais, on va dire, ce qui peut apparaître comme un biais, apparaît avec une force accrue. Alors, je vous donne un exemple très classique, parce que ce phénomène permet d'interpréter beaucoup de croyances, notamment dans le domaine de la santé. Vous allez voir un magnétiseur pour soulager une douleur lombaire, et le lendemain, vous n'avez plus mal. Eh bien, la plupart des gens ont conclu que le magnétiseur a été efficace et qu'il y a une relation de causalité entre ce qu'a fait le magnétiseur et la guérison. En fait, non, pas du tout. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est au travers d'un exemple personnel, la puissance de ce phénomène auquel il est très difficile de résister. Alors, voici l'histoire, et c'est une histoire vraie, c'est ce qui m'est arrivé. Il se trouve que 3 jours après avoir été vacciné pour la Covid-19, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré, c'est-à-dire à l'intérieur de l'œil, j'ai des vaisseaux qui ont explosé et j'ai eu une hémorragie interne. C'est une pathologie rare qui concerne à peu près une personne sur 10 000. Bien, évidemment, dans ma petite tête, je me suis dit, tiens, voilà 2 événements exceptionnels qui m'arrivent pour la première fois, le vaccin et cette hémorragie. Et je n'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de supposer, mais non pas de conclure, de supposer l'existence d'un lien de causalité entre les deux. Je me suis renseigné et évidemment, je me suis posé des questions sans conclure. Et il se trouve que l'été passé, enfin à la fin de l'été, je téléphone à une de mes secrétaires et je lui demande si l'été s'est bien passé. Et elle me dit oui, très bien, sauf que j'ai eu un gros problème de santé. Ah oui, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle me dit, ben, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Ah, évidemment, incroyable, surtout que c'est une jeune femme qui a 40 ans. Et je lui demande de quel œil? L'œil droit. Bah, moi aussi, c'est l'œil droit. Je ne lui ai pas dit, hein, mais moi aussi, c'est l'œil droit. Et puis, je lui dis, mais ça t'est arrivé quand? Bah, début juin. Bah, moi aussi, ça m'est arrivé début juin. Et donc là, je lui pose la question fatidique. Mais est-ce que tu as été vacciné? Et là, elle me répond, ça risque pas, je suis anti-vax. Très bien. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle m'avait dit qu'elle avait été vaccinée quelques jours avant? Eh bien, malgré toute la connaissance que j'ai de ce biais et du danger qu'il représente, je suis à peu près certain que je n'aurais pas pu résister à la conclusion selon laquelle il y a un lien de causalité entre le vaccin et cette hémorragie. Or, j'aurais fait une grossière erreur puisqu'elle a eu cette hémorragie et qu'elle n'a pas été vaccinée. Tout ça pour vous dire que cette forme de prévention joue un plus important et de ce qu'on appelle assez naturel parce qu'il est très difficile de résister. Alors, non seulement les croyants établissent des relations causales injustifiées, comme je viens de vous le montrer, mais le problème, c'est qu'en plus, ils sont à l'affût de ces coïncidences, surtout quand ces coïncidences sont susceptibles de légitimer ce qu'ils croient. Et c'est très exactement le cas des complotistes, parce que, comme vous le savez, les complotistes ont 2 slogans qu'on retrouve tout le temps. Qu'est-ce qu'on nous cache? Ça fait référence à ce que j'évoquais quand je parlais d'obsession du monde caché. Et comme si ça pouvait être dû au hasard. Donc l'idée que ce n'est pas le hasard qui est la cause de tel ou tel phénomène, mais qu'il y a une intention, une cause qui est une intention. Alors, j'ai une petite vidéo que je ne vais pas vous montrer parce que je crains que ça soit un peu problématique techniquement, mais je vous donnerai le PowerPoint et vous pourrez la regarder si vous voulez, elle est assez amusante. C'est une caricature d'un comportement de complotiste qui recherche des coïncidences pour soutenir telle ou telle croyance. Alors, cet effet est très puissant parce qu'il conduit, par exemple, la plupart des gens, y compris des médecins, et des médecins obstétriciens et des sages-femmes, à admettre l'existence d'une relation entre les phases de la Lune et la fréquence des accouchements. Or, ça n'existe pas.
Vous avez ici un article qui, sur la base d'une étude réalisée sur plus d'un demi-million de naissances, montre qu'il n'y a aucun lien entre les phases de la Lune et les accouchements. Or, quand vous interrogez des médecins, beaucoup vous disent « si, j'ai remarqué qu'il y a une relation ». Vous leur dites, mais comment vous l'avez remarqué? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'accouchement en période de pleine lune. En fait, ce n'est pas du tout ça, mais ils ont une croyance initiale et ils vont être attentifs à deux événements assez remarquables. La pleine lune est quelque chose qui se remarque bien et ils vont être très attentifs au cas où ça fonctionne, c'est-à-dire pleine lune et accouchement, et ils vont être beaucoup moins attentifs au cas où il n'y a pas de pleine lune et il y a quand même beaucoup d'accouchements. Donc, cette propension à établir des relations causales fonctionne y compris pour des personnes tout à fait honnêtes et a priori qui ont une certaine formation scientifique. C'est la raison pour laquelle, pendant la période de Covid-19, où je pense que chez vous, comme chez nous en France, il y a eu tellement de polémiques qui partaient souvent de témoignages, je disais toujours aux gens, mais arrêtez de tenir compte de ces témoignages et des cas singuliers, regardez les statistiques. Seules les statistiques peuvent vous dire quelque chose. Le problème, c'est que les humains ont des difficultés à prendre en compte les statistiques parce que ça demande un effort que l'on ne fait pas très spontanément. Alors, une autre caractéristique qui joue un rôle très important dans les croyances, alors notamment religieuses, mais aussi complotistes, c'est le fait que notre cerveau est très performant pour détecter les états mentaux d'autrui, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et cette capacité déborde parfois de là où elle devrait être circonscrite. Et notamment, on a observé que les croyants ont tendance à percevoir des états mentaux et de l'intentionnalité dans des phénomènes qui sont dénués d'états mentaux. Peut-être qu'il vous est arrivé, comme à moi, d'insulter votre ordinateur quand il buguait ou votre voiture quand elle ne démarre pas. Évidemment, c'est absurde, puisque, à moins que vous soyez à la limite de la schizophrénie, vous savez très bien que votre ordinateur ne peut pas avoir l'intention de vous embêter, pas plus que votre voiture. Mais il y a probablement quelque chose de très puissant en nous, de très archaïque, qui, malgré nos connaissances, ne peut pas s'empêcher de projeter quelque chose d'intentionnel dans quelque chose qui est purement physique. Si je vous montre ces trois images, vous voyez un arbre, un nuage et un rocher, mais évidemment, vous ne voyez pas que ça. En tant qu'humain, vous ne voyez pas que ça. Ce n'est pas le cas des chimpanzés, par exemple, mais c'est le cas des humains. Et c'est d'ailleurs quelque chose de cognitivement très complexe, parce qu'on se demande comment le cerveau parvient à percevoir quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, des visages, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec un visage et avec un esprit. Regardez les diapositives suivantes maintenant. C'est un poivron coupé en deux. Il vous a fallu à peu près 300 millisecondes pour identifier, non pas que c'était un poivron, mais pour identifier un être potentiellement dangereux, potentiellement méchant. Et avec une vitesse incroyable, vous détectez des états mentaux particuliers. Je vous laisse regarder les images suivantes. Voilà, ça va extrêmement vite. Donc, on a projeté quelque chose qui est de l'ordre de l'intention dans un objet purement physique. Alors, bien sûr, rationnellement, vous pouvez dire, mais non, mais je ne peux pas le faire. Sauf qu'une partie d'entre nous, de nous, ne peut pas y résister. Et si vous parvenez à voir quelque chose de légèrement méchant dans ce poivron, eh bien, en fait, vous avez fonctionné un petit peu comme un complotiste, puisque vous avez perçu une intention négative là où il n'y avait pas d'intention négative. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que les croyants vont être davantage déterminés par ce processus-là. En tout cas, ils vont moins y résister que les sceptiques. Et bien sûr, ce processus-là, on considère qu'il joue un rôle, en tout cas qu'il a joué un rôle considérable dans la croyance religieuse,
puisque un des précurseurs de toutes les religions, en tout cas c'est ce que considèrent les anthropologues, c'est l'animisme. Et l'animisme revient simplement à projeter des états mentaux et des intentions dans des phénomènes naturels qui en sont dépourvus. Par exemple, une éruption volcanique est identifiée par un animiste comme un message que nous fait parvenir la Terre pour signifier qu'elle est mécontente. Et lors de la pandémie de Covid-19, j'ai relevé des tas d'expressions venant de journalistes qui disaient la chose suivante: la Terre, la planète, se venge des misères que nous lui faisons subir. La Terre ne peut pas se venger de quoi que ce soit, parce que pour se venger, il faut avoir une intention. Et la Terre n'a pas d'intention. Alors bien sûr, on peut dire que c'était peut-être une expression métaphorique, mais le problème des croyants est précisément qu'ils ont tendance à confondre la signification métaphorique et la signification littérale. Donc c'est une caractéristique très particulière des croyants. Alors voilà, je ne vais pas en dire plus sur les processus neurocognitifs qui conduisent aux croyances infondées. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce n'est pas possible dans le temps imparti de vous les présenter. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il ne faut pas être réductionniste, et je ne suis pas réductionniste. En tout cas, il ne faut pas considérer qu'on peut expliquer les croyances simplement à partir d'une explication neurocognitive du fonctionnement de notre cerveau. Pourquoi ? Parce que ces processus neurocognitifs, j'en ai décrit certains, interagissent en réalité avec des processus, des aspects plutôt psychodynamiques ou tout simplement environnementaux, notamment sociétaux. Et c'est ce que je voudrais aborder dans la deuxième partie de cette conférence. Alors, il y a 4 éléments qui ne sont pas à proprement parler cognitifs, qui jouent un rôle déterminant dans les croyances. C'est l'effet du stress, le sentiment de perte de contrôle, le besoin de sens et la résistance à l'ambiguïté. On va commencer par l'effet du stress. En fait, le stress est une composante tout à fait classique du système cognitif humain. Et ce que l'on a observé, c'est que dès lors qu'on stressait des individus, on accroissait leur niveau de croyance. Autrement dit, le stress est le carburant le plus fondamental qui alimente la production de croyances. Alors, on l'observe et on peut le provoquer expérimentalement. Il suffit d'avoir 2 groupes de sujets, un que l'on stresse, l'autre que l'on ne stresse pas. On leur demande d'interpréter des phénomènes et on va s'apercevoir que les individus qu'on a stressés vont être beaucoup plus prompts à développer des croyances infondées ou des croyances magiques. Et en fait, c'est parce que le stress va booster le système intuitif. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que c'est le système intuitif qui produit des croyances, mais c'est le stress qui va booster le système intuitif. Donc ça se fait en 2 temps, en quelque sorte. Sentiment de perte de contrôle. Alors, chaque individu a un sentiment tout à fait subjectif de contrôle de sa propre vie qu'on peut évaluer sur une échelle, par exemple, de 1 à 7, une échelle de Likert. Et ce sentiment de perte de contrôle varie, bien sûr, tout au long de la vie et selon les circonstances. Si, par exemple, vous apprenez que vous avez un cancer, eh bien, votre sentiment de contrôle, il va passer, par exemple, de 6 sur l'échelle de Likert à 2, évidemment. Eh bien, le sentiment de perte de contrôle joue un rôle déterminant dans la production de croyances. C'est-à-dire que moins on a le sentiment de contrôler sa vie, plus on développe de croyances infondées. Alors, voici une petite expérience que je résume à grands traits qui l'illustre. On a demandé à des sujets d'évoquer un événement de leur vie, donc passé bien sûr, au cours duquel ils n'ont pas eu le contrôle de ce qui s'est passé. Quand un sujet évoque ce type d'événement, on observe souvent au niveau du cerveau l'accroissement de l'activité neuronale dans une aire qu'on appelle le cortex singulaire antérieur et qui est une aire du cerveau qui réagit à des événements problématiques, contradictoires, dans lesquels on est mis en difficulté. Et associé à cette activité du cerveau, il y a en général un sentiment d'inconfort psychologique. Eh bien, une fois qu'on a évoqué, simplement évoqué,
un événement passé où on n'a pas eu de contrôle et qu'on observe cette activité dans le cortex singulaire antérieur, on observe au niveau de comportement un accroissement du niveau de croyance et un accroissement du niveau de complotisme. Et ça peut très bien se comprendre parce que lorsque on n'a pas le contrôle de ce qui se passe, la fonction d'une croyance, c'est de se donner l'illusion d'un contrôle. Et donc, ça réduit cet inconfort psychologique, sauf que de ce fait, la croyance va s'accroître avec le sentiment de perte de contrôle. Autre facteur qui joue un rôle important, c'est la recherche de sens pris comme forme de satisfaction hédonique. Bon, les humains sont ainsi faits qu'ils ont besoin de trouver un sens à leur vie. C'est probablement quelque chose qui nous distingue des animaux, y compris les plus intelligents. Et évidemment, lorsque le sens est absent ou lorsqu'on ne le trouve pas, ça génère une détresse psychologique. Mais ce que l'on observe, c'est que pour le croyant, le mécanisme aveugle ou l'aléatoire, qui sont deux manifestations de ce qui pourrait être du non-sens, sont insupportables. C'est-à-dire que le mécanisme aveugle et l'aléatoire génèrent un état d'inconfort psychologique plus important chez les croyants que chez les sceptiques. Et c'est la raison pour laquelle les interprétations téléologiques, intentionnelles, et le rejet du mécanisme aveugle sont extrêmement fréquentes chez les croyants. Et deux exemples en sont le créationnisme et le complotisme, puisque le créationnisme, c'est tout simplement une théorie pseudo-scientifique qui conclut que la théorie darwinienne est fausse, et vous savez que dans la théorie darwinienne, l'aléatoire joue un rôle considérable, et que l'univers tel qu'il est, il n'est pas le produit du hasard, mais le produit d'une intention divine. Donc là, on coupe court à toute possibilité de non-sens. Et le complotisme, c'est exactement la même chose. Le complotiste est confronté à un événement terrifiant, incroyable, incompréhensible. Eh bien, il va projeter une intention pour faire disparaître la dimension aléatoire qui pourrait être associée à ce phénomène. Alors là, juste une petite expérience assez amusante qui confirme ce que je viens d'exprimer ici. Donc, dans cette expérience, on a soumis des sujets à une tâche cognitive qui les conduisait à faire des erreurs et donc à rencontrer quelque chose de problématique. Et les auteurs, Islich et Tulette, ont montré que pour ces personnes-là, en fait, le fait même, enfin pour les personnes croyantes, le fait même de prononcer le mot de Dieu, simplement de le prononcer, avait comme conséquence de diminuer l'activité du cortex singulaire antérieur et donc de diminuer leur inconfort psychologique. C'est-à-dire que face à une contradiction interne, face à des erreurs, face à un problème qu'ils rencontraient dans la résolution d'un problème, le fait même d'évoquer de Dieu, eh bien, participait à, je dirais, à une sorte d'apaisement psychologique. Et c'est peut-être en lien, mais ça, je ne peux pas l'assurer, avec le fait que de manière générale, vous savez peut-être que les croyants ont une meilleure santé que les sceptiques, une plus grande espérance de vie, et sont plus résilients face à la maladie ou à la souffrance psychologique. Et comme je le dis souvent, la croyance, mais notamment la croyance religieuse, c'est peut-être le plus parfait des anxiolytiques et peut-être le moins malsain pour sa santé. Notre phénomène, et ensuite je passerai à une autre partie de la conférence, qui est de nature non cognitive, mais qui va jouer un rôle dans les processus cognitifs, c'est notre plus ou moins grande résistance à l'ambiguïté. Les humains n'aiment pas l'ambiguïté parce que lorsque vous êtes confronté à une situation ambiguë, nécessairement, les décisions que vous pouvez prendre demeurent incertaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas très bon. On n'aime pas trop ça. Et ce que les auteurs ont montré, c'est que si personne n'aime l'ambiguïté, les croyants la supportent encore moins que les sceptiques.
Alors, Wheatstone et Galinsky ont fait une expérience qui a été un peu critiquée par ailleurs, mais dont les résultats, je pense, sont tout à fait fiables, ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont présenté à des personnes, soit très croyantes, soit peu croyantes, soit résistantes à l'ambiguïté, soit non résistantes à l'ambiguïté, ils ont présenté des patterns de points non significatifs comme ceux que vous voyez à l'écran. Et après avoir présenté ces patterns de points pendant un temps court, les personnes devaient dire s'ils avaient perçu quelque chose ou non. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les personnes qui supportent le moins l'ambiguïté, qui sont aussi globalement les plus croyantes, sont les personnes qui vont percevoir des formes dans ce qui est en fait du bruit visuel. Donc, en quelque sorte, ils sont victimes d'une forme d'hallucination. Alors, ce n'est pas une hallucination pathologique, mais ils ont quand même vu une forme là où il n'y avait pas de forme. Excusez-moi, je m'interromps une petite seconde parce qu'il y a des gens qui sont près de moi et qui me gênent. Excusez-moi, je suis en train de faire une conférence à l'étranger, donc est-ce que vous pouvez sortir? Voilà. Donc vous sortez parce que là, sinon c'est un peu... Alors, ouais, dépêchez-vous, après vous qui pas loin. Voilà, excusez-moi, hein, je reprends. Vous êtes toujours là? Oui. OK. Donc, ce que je disais, c'est que les personnes les moins résistantes à l'ambiguïté avaient perçu quelque chose de significatif parce qu'ils ont une propension extrêmement grande à avoir besoin de trouver de la signification à la place d'ambiguïté qui leur pose problème d'un point de vue psychologique. Et évidemment, on peut tout de suite faire le lien avec le complotisme. Les complotistes vont percevoir des tas d'informations qui ne forment pas un pattern cohérent, mais eux vont établir des tas de relations entre ces informations pour faire apparaître un pattern significatif, quelque chose qui a du sens et qui permet de diminuer le niveau d'ambiguïté. Alors, tel que j'ai présenté les choses, on pourrait penser finalement que on n'y peut rien. Notre cerveau est fait pour croire et le cerveau de certains est davantage porté à la croyance que d'autres. Mais c'est une vision qui est quand même très partielle parce que malgré tout, vous pouvez volontairement, délibérément choisir un mode de traitement de l'information, c'est-à-dire que vous pouvez privilégier une posture épistémique, c'est-à-dire une manière particulière de traiter l'information dont vous disposez. Et ça, c'est important parce que, par exemple, vous en connaissez sans doute, il y a des personnes qui ont des capacités d'analyse, donc qui ont un système analytique très, très puissant et qui sont extrêmement croyantes. Et vous avez des personnes qui ont un système intuitif qui est prédominant et qui sont sceptiques. Donc, la distinction analytique-intuitif ne permet pas vraiment de rendre totalement compte du niveau de croyance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout d'avoir un système analytique, il faut avoir envie de s'en servir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous présenter 3 postures épistémiques et vous allez estimer dans laquelle vous vous reconnaissez. Et ensuite, je vous dirai les conséquences liées au fait de se reconnaître dans l'une ou l'autre de ces postures épistémiques. Première posture épistémique, mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance. C'est la posture intuitive. Mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance. Deuxième posture épistémique, posture analytique, je ne valide pas une intuition si je ne dispose pas de données factuelles pour la soutenir. Troisième posture épistémique, posture relativiste, rien n'est vrai, rien n'est faux. La vérité est une construction, la science est une croyance comme les autres, toute vérité est relative. Voilà, donc on a demandé à des sujets d'indiquer quelle était la posture dans laquelle ils s'identifiaient le mieux, et ensuite, on les a évalués sur leur niveau de croyance, tout type de croyance, y compris complotiste. Et le résultat est très clair.
les personnes qui adoptent la posture intuitive et la posture relativiste sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'être croyantes. Et les personnes qui soutiennent la posture analytique sont les personnes les plus sceptiques. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir la capacité d'analyse. Je dirais qu'il faut aussi avoir une intention d'exploiter ces capacités pour ne pas tomber dans tous les pièges dans lesquels on peut naturellement tomber. Alors, évidemment, il y a toute une question théorique que je ne vais pas appréhender ici, mais qui est de savoir, est-ce que c'est parce que l'on croit qu'on choisit telle ou telle posture épistémique, ou est-ce que c'est parce qu'on choisit telle ou telle posture épistémique que l'on croit? Parce qu'évidemment, c'est une corrélation que je présente ici, et ce n'est pas une causalité, en tout cas pas une causalité directionnelle. Hein. Donc ça, c'est une question qui reste à trancher. Alors, est-ce que, bon, parce qu'après, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle? J'ai pas, je regarde, ça fait 40 minutes. 40 minutes? Oui. OK. Bon, donc je vais aller assez vite sur ces choses-là parce que je pense que vous les connaissez et après je vais aborder une dimension un peu plus politique et plus dans le cœur du complotisme. Alors, maintenant, les croyances, comme je l'ai indiqué, elles sont tout à fait naturelles et elles ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc, je voudrais quand même dire quelques mots là-dessus. Aspect positif, eh bien, c'est qu'elles participent à l'équilibre psychique et qu'elles ont une efficacité comportementale. C'est-à-dire que le fait de croire quelque chose maximise les chances que le quelque chose se réalise. Par exemple, on a fait beaucoup d'études sur les sportifs de haut niveau qui ont, vous savez, beaucoup de rituels. Et on sait que le fait qu'ils fassent ces rituels améliore leur performance. Et s'ils ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, pratiquer leur rituel, bien ça a un impact sur leur performance. Il y a d'autres expériences qui ont montré que si vous dites à quelqu'un, par exemple, qu'il va jouer avec une raquette du premier tennisman mondial, eh bien, il va mieux jouer que si vous lui dites qu'il joue avec une raquette tout à fait standard. Simplement parce qu'il croit que la raquette provient d'un joueur exceptionnel et que quelque chose de ce joueur a probablement diffusé vers la raquette. Donc, les croyances peuvent jouer une forme d'effet placebo et, ma foi, ça peut être assez sympathique. Par ailleurs, la croyance, en tout cas, c'est typiquement le cas de la croyance religieuse, beaucoup d'anthropologues considèrent qu'elle a permis, quand on est passé du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est retrouvé dans des grandes villes où des milliers d'hommes se sont côtoyés sans même se connaître, la croyance a été nécessaire, notamment la croyance religieuse, pour juguler la violence entre humains. Puisque, au travers de la religion, on pouvait disposer d'une loi d'origine transcendante qui allait assurer la cohésion du groupe qui partage ses croyances. Donc, c'est une fonction, on va dire, quasiment morale de la croyance. Maintenant, il y a beaucoup d'effets négatifs. Alors, le complotisme, bien sûr, on en parlera plus tard. Les dérives sectaires, c'est absolument terrible dans votre pays comme dans le nôtre. Et d'ailleurs, je précise que pendant cette pandémie, puisque je travaille avec un organisme ministériel qui s'appelle la Mivilude, c'est le ministère de l'Intérieur qui travaille sur toutes les dérives sectaires qui ont lieu en France. Et je peux vous dire que pendant cette période de pandémie, les appels de détresse relatifs à des dérives sectaires a totalement explosé en France. Et il a probablement totalement explosé pour plein de raisons, mais notamment parce qu'avec la pandémie, le niveau de stress s'est accru et le sentiment de perte de contrôle s'est accru. Et donc, ça a amplifié la propension des personnes à admettre des choses qu'ils n'auraient pas dû admettre. L'autre danger, bien sûr, c'est la radicalisation religieuse, qui n'est pas, comment dire, nécessaire. Je veux dire, on peut être religieux sans être croyant, mais l'histoire a montré que malheureusement, la religion, à un moment ou à un autre, débouche toujours sur une forme de radicalité. Et puis, le problème de la croyance,
c'est que pour le croyant, la croyance va devenir supérieure par rapport à sa capacité d'analyse rationnelle. Donc la croyance va s'imposer. Et le problème, c'est qu'une fois qu'elle s'est imposée, elle peut conduire à des actes extrêmement violents. Et c'est saint Augustin qui disait qu'on peut persécuter par amour. Et je voudrais simplement exposer cette expérience de Tamarin qui est tout à fait remarquable. Donc Tamarin est un psychologue israélien. Il s'adresse à des enfants donc de culture juive, en leur demandant de juger un épisode terrible de l'Ancien Testament qui concerne la destruction de la ville de Jéricho, où une population va être totalement tuée, c'est une forme de génocide, par des Juifs. Lorsqu'on demande à ces enfants comment ils jugent cet épisode de la ville de Jéricho, en fait, on a 74% des enfants qui approuvent et 26% qui désapprouvent, ce qui est quand même tout à fait étonnant puisqu'ils ont à évaluer un génocide. Alors évidemment, on se dit que leur évaluation de ce génocide est totalement biaisée par leur croyance et que leur comment dire, dépendance par rapport au texte religieux fait qu'ils ne peuvent qu'approuver ce que finalement Dieu a demandé de faire à ses fidèles. Et puis, Jéricho a réalisé une version analogue de la version biblique, dans lequel, en fait, c'est la même histoire, sauf que c'est un général chinois qui détruit une ville qui est tenue par des personnes qui ne font pas partie de sa communauté. Et lorsqu'on demande à ces mêmes enfants, enfin pas les mêmes, mais d'autres enfants de la même communauté, lorsqu'on leur demande d'évaluer cet épisode analogue, on a la statistique quasiment inverse, c'est-à-dire 25% qui approuvent et 75% qui désapprouvent. Autrement dit, on voit que la croyance peut totalement biaiser, y compris notre évaluation rationnelle, morale, de phénomènes tout à fait forts comme ceux que je viens de présenter. Et ce qui est vrai, bien sûr, de ces enfants juifs est vrai des enfants catholiques comme des enfants musulmans, bien sûr, il n'y a pas de différence. Et ce qui est vrai des enfants est malheureusement aussi vrai des adultes. Je cite ce petit extrait de l'Ancien Testament qui dit clairement « Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire, car tu les détruiras entièrement comme un anathème, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. » Lorsque la croyance a commandé quelque chose, de toute façon, la résistance rationnelle à cette injonction n'a plus lieu d'être. Autre effet négatif des croyances que j'évoquais tout à l'heure, avant cette conférence, c'est que la croyance participe à ce que l'on appelle l'altruisme paroissial, qui a été très bien décrit par les anthropologues. L'altruisme paroissial, c'est le fait que lorsque des personnes partagent la même croyance que vous, ça génère immédiatement une solidarité, une empathie, un altruisme très très grand. Mais en revanche, associé à cet altruisme qui est propre au groupe, il y a toujours associé une hostilité vis-à-vis du groupe externe, de ce qu'on appelle l'exogroupe. C'est ça l'altruisme paroissial, c'est-à-dire la conjonction d'une grande générosité, d'un grand altruisme vis-à-vis des personnes de son groupe et une hostilité vis-à-vis des personnes à l'extérieur du groupe. Le problème, c'est que la croyance, naturellement, en développant cet altruisme paroissial, a tendance à induire des sentiments négatifs vis-à-vis, par exemple, des personnes qui sont adeptes d'autres religions. Et les guerres de religion sont l'expression de cet altruisme paroissial qui fonctionne d'ailleurs bien au-delà de la dimension religieuse. J'en parle beaucoup dans le livre que je viens d'écrire sur l'écologie parce que pour moi, c'est un obstacle absolument énorme pour la résolution de la crise écologique. Puisque, en fait, les humains continuent en permanence d'être en guerre les uns envers les autres et cette hostilité entre groupes nationaux ou ethniques rend totalement impossible la gestion de ce problème environnemental qui transgresse toutes les différences que l'on peut faire entre les humains.
Alors maintenant, je vais terminer là-dessus et je vais davantage parler de complotisme et de choses plus contemporaines et plus d'actualité. Et je voudrais évoquer donc le rôle de la confiance dans la croyance. Et je vais sans doute jeter un peu de trouble. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, la distinction entre croyance et connaissance, qui semble aller de soi, ne va pas de soi. Pourquoi? Parce que nous croyons ou nous savons, la plupart du temps, par procuration, notamment à l'ère d'Internet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous avons tous des connaissances scientifiques, mais nous n'avons pas les moyens en général de légitimer par nous-mêmes, par nos propres compétences, cette connaissance. Je vais prendre deux exemples. Personnellement, je sais que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Et je sais aussi que les vaccins nous protègent. Mais est-ce que je suis en mesure de légitimer cette connaissance? En réalité, non. D'une part, parce que je ne suis pas paléontologue, et d'autre part, parce que je suis ni virologue, ni épidémiologue. Par conséquent, ce qui est une connaissance n'est une connaissance qu'en vertu de la confiance que j'accorde aux scientifiques qui ont développé ces connaissances. De même que ces scientifiques peuvent croire ce que je leur dis quand je leur fais une conférence, dans la mesure où ils me font confiance en tant que scientifique. Mais vous voyez ici que je n'ai pas les moyens en propre de valider cette connaissance. Simplement, cette connaissance est dépendante de la confiance que j'accorde à mes collègues. De ce fait-là, la distinction entre croyants et sceptiques n'est pas aussi claire que cela. Et ça donne lieu parfois, d'ailleurs, en ce qui me concerne, à des conversations tout à fait étonnantes que j'ai souvent avec des complotistes, notamment avec des platistes qui me disent mais écoutez, monsieur Ripoll, vous êtes intelligent, vous connaissez des choses, vous avez des connaissances scientifiques, mais comment vous pouvez croire que la Terre est ronde? Et évidemment, ils sont certains que ma croyance est une croyance et elle n'est pas une connaissance, de même que moi, je suis certain que leur croyance est une croyance alors qu'eux sont persuadés qu'il s'agit d'une connaissance. En fait, quelle différence il y a entre eux et moi? Ben, pas grand-chose, parce que si je devais vous expliquer pourquoi la Terre est ronde, comment je sais que la Terre est ronde, je ne serais pas forcément convaincant. La preuve, c'est que je ne peux pas les convaincre. Donc, en fait, la différence entre eux et moi ne réside que dans les personnes auxquelles nous accordons notre confiance. Donc, la confiance est quelque chose de déterminant. Le problème, c'est que dans notre société, pour des tas de raisons qu'on évoquera peut-être, la confiance a régressé, ou en tout cas, elle s'est déplacée. C'est-à-dire les personnes auxquelles on a accordé la confiance auparavant ne sont plus tout à fait les mêmes que celles auxquelles on accorde notre confiance aujourd'hui. Et ce phénomène est largement amplifié aujourd'hui, et il est très grave parce qu'en réalité, nous sommes assez mal armés pour distinguer le vrai du faux. C'est pour ça que la confiance est déterminante. Je dirais même que c'est déterminante pour la survie de nos sociétés, parce qu'une société dans laquelle la confiance a disparu est une société qui n'est plus viable. Pour faire société, pour que les démocraties persistent, il faut qu'il y ait un degré de confiance minimal. Or, nous sommes aujourd'hui rentrés dans l'ère du relativisme généralisé, et ce relativisme est très largement non seulement exploité, mais soutenu par le populisme politique, notamment par le populisme d'extrême droite. C'est aussi un peu vrai à l'extrême gauche, mais ça l'est davantage à l'extrême droite. Et pour l'illustrer, je voudrais vous faire part d'un échange que vous allez peut-être reconnaître entre un homme politique très connu et un scientifique au sujet du réchauffement climatique. Voici ce que dit l'homme politique au scientifique quand ce dernier s'inquiète du réchauffement climatique actuel. Et l'homme politique lui dit « Mais ne vous inquiétez pas, ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir. » Alors évidemment, le scientifique
en son fort intérieur, se dit mais comment il peut s'autoriser à me dire ça alors qu'il n'a aucune compétence en climatologie? Et donc, il lui répond de manière malgré tout assez respectueuse, j'aimerais que la science soit d'accord avec vous. Sous-entendu, je veux bien que vous pensiez ça, mais franchement, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et qu'il n'est pas d'origine anthropique. Et l'homme politique de conclure, je ne pense pas que la science sache réellement. Autrement dit, la science peut dire ce qu'elle dit, ça n'a pas valeur de vérité et ça ne vaut pas plus qu'une autre information comme celle que je vous donne. Quel est cet homme politique? Vous l'avez peut-être reconnu, c'est lui, c'est Donald Trump. Et je vais poursuivre par deux autres tweets de Donald Trump qui sont représentatifs en fait de sa posture relativiste, parce que lui, il a une posture typiquement relativiste. Donald Trump dit la chose suivante, la vérité n'est pas la vérité. Alors, d'un point de vue logique, c'est absurde, parce que ça revient à dire A et non A, ce qui est la première règle que l'on ne doit pas transgresser en logique. Et en plus, il cible la vérité, voulant dire par là, la vérité n'existe pas. Donc, si la vérité n'existe pas, les mensonges n'existent pas. Donc, on peut tout dire. Et on sait très bien à quel point Trump a pu mentir tout au long de son mandat. Et un peu plus loin, dans un autre tweet, Trump dit la chose suivante, « Mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres ». Ça veut dire quoi? Je traduis, mon système intuitif est plus fiable que le scientifique des scientifiques qui, finalement, croient comme. Autrement dit, ne croyez pas ce que vous disent les scientifiques et faites-moi confiance ou faites confiance à votre intuition. Eh bien, ce type de discours, c'est exactement le discours qu'on a entendu ces derniers mois en France, venant de la bouche de personnes, alors vous les connaissez peut-être pas, mais par exemple comme M. Dupont-Aignan, M. Philippot, Madame Le Pen ou M. Zemmour. C'est-à-dire qu'on retrouve chez ces populistes, ça a été le cas de Bolsonaro aussi, on retrouve chez ces populistes une défiance vis-à-vis de la science et l'acceptation qu'il n'est plus possible de distinguer le vrai du faux. Ce qui est extrêmement dangereux du point de vue de la survie de nos démocraties. Alors, tout cela est encore accru par un contexte général qui contribue au brouillage des cartes ou brouillage des pistes. Et vous connaissez peut-être ce philosophe qui s'appelle Proctor, qui a même inventé une discipline qui s'appelle l'amniotologie, qui veut dire l'étude de l'ignorance. Et Proctor s'est intéressé à ce qui conduisait à la production d'ignorance. Et il s'est notamment intéressé à l'exemple du tabac et du climat. Et donc, vous savez qu'il y a eu des lobbies qui ont fonctionné dans les années 70 et qui ont permis de corrompre des scientifiques, qui ont tout simplement instillé le doute, c'est-à-dire qui ont fait valoir qu'on n'était pas finalement absolument certain d'une causalité entre le tabac et le cancer. Et vous avez le même phénomène au niveau du climat, puisque vous avez quelques scientifiques, généralement issus de l'industrie, des industries fossiles ou corrompus par l'industrie fossile, qui ont aussi émis le doute, parfois pour des raisons idéologiques, en disant qu'il n'y a pas de relation avérée entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement du climat. Donc, en fait, la technique qui a été utilisée par ces personnes-là a constitué à instiller le doute. Et c'est très troublant parce que le doute est considéré comme une caractéristique fondamentale de l'esprit critique, mais en fait, le doute se retourne ici contre l'esprit critique. Il est désormais un vice puisqu'il conduit un grand nombre de personnes, notamment les complotistes, à douter de connaissances scientifiques qui pourtant font consensus. Donc c'est extrêmement troublant et ça contribue à totalement perdre les citoyens.
On a un autre phénomène, malheureusement, qui est marginal, mais qui existe, c'est l'effet délétère des fraudes scientifiques. Il y a des fraudes scientifiques, et il y en a peu, mais il y en a. Et malgré tout, le système cognitif humain est très sensible à ce qui dysfonctionne, et le public retient de la science ce qui relève de fraudes scientifiques, même si elles sont très marginales. Et à cela s'ajoute le fait qu'il y a donc une forme de junk science, une science pourrie, et il existe maintenant des revues prédatrices, c'est-à-dire des revues qui ont l'apparence de revues scientifiques et qui ne sont pas des revues scientifiques. Voici un exemple d'un article qui est paru dans The Asian Journal of Medicine and Health. C'est un article qu'ont écrit des collègues qui est en fait un pastiche, donc il raconte n'importe quoi. Vous le voyez déjà dans le titre, qui est totalement humoristique. Vous le voyez aussi dans les personnes qui sont mentionnées ici et leur affectation, leur institution. Par exemple, Didier Lambrouille, en 5, ça fait référence à Didier Raoult. Silvano Trottinetta, ça fait référence à Silvano Trotta, qui est un grand complotiste. Nemo Macron, bah, ça fait référence à M. Macron. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est logé au Palais de l'Élysée. Bon, il y a absolument n'importe quoi sur cet article. Les gens se sont amusés, sauf que cet article est publié. Et il se trouve dans tous les registres les plus réputés d'articles scientifiques. Donc, dans ce contexte-là, comment voulez-vous qu'un humain normal parvienne à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux? C'est extrêmement complexe et moi je considère personnellement que compte tenu du flux d'informations auquel nous sommes confrontés, de la vitesse à laquelle l'information circule, ça n'est plus possible aujourd'hui pour un humain d'évaluer correctement l'information qui lui est livrée. C'est la raison pour laquelle, si la confiance disparaît, eh bien, on est fichu. On est fichu. Là, c'est le comble du comble. Il y a un site qui s'appelle Junk Science, peut-être que vous le connaissez, qui est dirigé par Steve Milloy. Ce site est théoriquement destiné à épingler tous les articles qui sont pseudo-scientifiques, donc à épingler la junk science. Or, Steve Milloy est lui-même en fait un producteur de junk science, c'est un proche de Trump qui travaille pour l'industrie fossile et qui a comme mission, très très bien rémunérée, d'essayer de convaincre la population américaine qu'il n'y a pas de lien entre le CO2 et le réchauffement climatique. Donc, encore une fois, vous voyez qu'on est face à un environnement qui rend quasi impossible le traitement correct de l'information. Et puis pour finir, même si je ne veux pas stigmatiser les journalistes parce que je les connais assez bien, je travaille souvent avec eux et la plupart font un très bon travail, mais les journalistes, eux aussi, sont contraints de faire du buzz parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et là, je mentionne un article qui a été écrit par des collègues allemands qui est aussi un pastiche où ils font croire que des recherches ont montré que le chocolat à bonne dose participait à l'amaigrissement des personnes. Évidemment, c'est totalement faux, mais les journalistes ont immédiatement découvert l'article, ils se sont dit c'est fabuleux, c'est super intéressant, et l'article a été publié dans les plus grands quotidiens, les plus sérieux au monde. Bon, bien sûr, les journalistes ont ensuite reconnu leur erreur et donc ils ont corrigé, mais comme vous le savez, quand une information est partie, on ne peut plus l'arrêter. Quoi qu'on fasse, on ne peut plus l'arrêter. Alors tout ça pour dire qu'il y a un terreau très très grand, très fertile pour la production de fake news et pour la production de croyances, notamment de croyances complotistes. Alors je me rends compte au terme de cette conférence que finalement j'ai assez peu évoqué ceux qui participaient au fonctionnement des complotistes, mais on pourra le reprendre dans la discussion. Mais bon, tout ça y participe bien sûr. Hein. Donc aujourd'hui, on maîtrise assez bien les processus qui conduisent aux croyances complotistes.
Mais nous sommes, il faut bien le reconnaître, assez démunis quand il faut agir sur eux. Ça n'est pas du tout évident. De manière générale, moi je considère que lorsque quelqu'un est devenu profondément complotiste, hein, à haute dose, c'est fini. On ne peut plus les tirer d'affaire. L'apostasie est très rare. Et en tout cas, elle peut se faire, mais dans des conditions très particulières. En revanche, ce qui est très important, c'est effectivement de très tôt permettre, notamment aux plus jeunes, de disposer des outils qui leur permettent d'éviter de tomber dans le complotisme, mais ce n'est pas du tout une chose facile, loin de là. Alors, ce n'est pas du tout facile parce que, comme je l'ai dit au cours de l'exposé, finalement, la croyance, c'est aussi un moyen d'équilibrer son psychisme. Et plus encore, la croyance, c'est l'expression d'une conception du monde. C'est-à-dire, je crois à ce qui est conforme à ma conception du monde. Et personne n'a envie d'abandonner une conception du monde qui s'est forgée parfois depuis des dizaines d'années. Et c'est la raison pour laquelle c'est très dur de faire sauter des croyances. Et en tout cas, c'est impossible de faire disparaître des croyances en s'y attaquant frontalement. Pourquoi? Parce que si vous attaquez le contenu d'une croyance, donc un croyant, nécessairement, vous fragilisez son équilibre psychique, puisque c'est la croyance qui contribue à son équilibre psychique. Mais si vous fragilisez son équilibre psychique, sa réaction va être de trouver des moyens de renforcer sa croyance, de la radicaliser, parce que face à l'agression qu'il a ressentie, il va falloir qu'il la renforce pour pouvoir maintenir son équilibre. Et c'est la raison pour laquelle, si on ne propose pas un substitut à la croyance, il y a très peu de chances de la faire disparaître. Et puis, pour terminer sur une note plus politique, je dirais que nos sociétés, bon, la vôtre comme la nôtre, elles ne se distinguent pas fondamentalement, qui sont néolibérales d'un point de vue économique et démocratique, la conjonction du fait qu'elle soit néolibérale et démocratique ne peut que booster notre niveau de croyance et notre niveau de complotisme. Et je vais expliquer pourquoi. Une société néolibérale, on va dire une société capitaliste, c'est une société qui, de manière tout à fait inexorable, produit de l'inégalité, produit de l'injustice, produit de la précarité. Donc, nécessairement, les personnes qui souffrent de cela sont des personnes qui sont en état de stress, en situation de non-contrôle de leur vie, et ils sont donc dans un état psychique général qui les prédispose à la croyance, compte tenu de ce que j'ai dit auparavant. Sans compter que le fait qu'une partie de la population n'est pas reconnue génère une forme de blessure narcissique qui peut être comblée par le fait de croire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, une société démocratique comme la nôtre, et c'est encore plus vrai, je pense, pour la vôtre que pour la nôtre, c'est une société dans laquelle l'information n'est pas régulée. L'information circule totalement librement. Donc, c'est très bien, bien sûr, qu'elle circule librement, sauf que nécessairement, vous le savez peut-être, eh bien, les informations fausses circulent beaucoup plus vite que les informations vraies. Il y a des études qui ont montré que les informations fausses circulent 6 fois plus rapidement que les informations vraies. Résultat des courses, on a un contexte politique qui prédispose à la croyance et un système informationnel absolument incroyable, exceptionnel, qui participe à la production de ces croyances. Et donc, il est tout à fait naturel que le complotisme se répande à haute dose. Et bien sûr, si l'on vit dans une société qui est, je dirais, plus, plus égalitaire, plus juste, où il y a moins de précarité, moins de stress, bien, il y aurait beaucoup moins de complotisme. Et comme je le dis souvent, le complotisme, c'est en quelque sorte une révolte ratée.
C'est l'expression de son mécontentement vis-à-vis d'un gouvernement, de ce qu'on identifie comme étant le système, on va dire des élites, qui comprennent autant malheureusement les scientifiques, les journalistes et bien sûr les hommes politiques. C'est un mécontentement que l'on exprime au regard de ce système au travers d'un complot. Et vous noterez bien sûr que ces complots imaginaires ont très souvent une composante paranoïaque, c'est-à-dire que le complot a toujours vocation à identifier des gens qui complotent pour nuire au plus grand nombre. Et je ne connais pas de complotiste, par exemple, en France, qui dirait, tu sais, Monsieur Macron, il ne nous le dit pas, mais il est en train de fomenter un complot qui va rendre tous les Français très heureux. Ça, je peux vous garantir que personne ne dira un truc pareil, quoi. Parce qu'un complot est toujours négatif. Donc, un complot a d'autant plus de raisons d'être qu'il est imaginé par des personnes qui souffrent du fonctionnement de cette société. Donc, pour toutes ces raisons, on peut craindre que le complotisme s'accentue et on peut craindre aussi que nos démocraties soient mises en difficulté parce qu'à partir du moment où on ne peut même plus échanger, débattre sur un socle commun de connaissances, à ce moment-là, on rentre dans un univers potentiel de violence où le débat n'est plus possible puisqu'on n'est même plus d'accord sur les connaissances de base. Et en général, le populisme et les totalitarismes s'accommodent bien de cet état de fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en luttant vis-à-vis de ces croyances, en faisant en sorte de permettre aux citoyens de résister à ces croyances, on participe, je dirais, au sauvetage de la démocratie, ce qui n'est pas totalement assuré actuellement, il me semble. Voilà ce que je voulais vous dire, donc je vais vous remercier et puis surtout, ne croyez quand même pas tout ce que je vous ai raconté. Jean-Sébastien, veux-tu y aller avec ta première question? Première question, j'en ai deux, puis ensuite un petit commentaire. Je l'avais mis dans le chat, c'est que vous parliez beaucoup de croyants. J'essayais de vraiment comprendre ce que vous entendiez par là, parce que si par croyant, vous voulez dire des gens qui ont une croyance infondée, ben, ça serait à peu près tous les humains. Parce que on a tous plus ou moins quelques croyances infondées ici et là. Donc, il faut dire, c'est dans le sens, vous avez beaucoup dit croyants, donc probablement que ça voulait dire c'est relatif à une croyance. Donc, les croyants par rapport à telle chose, ou les croyants par rapport à une autre chose. Donc, je voulais juste que vous précisiez ce que vous entendiez par croyant. Et mon autre question, c'est comment pouvez-vous prétendre que les autres primates ont moins de croyances que nous? Vous l'avez dit en début de conférence, ça, que les primates n'avaient pas des croyances comme nous. Et finalement, j'avais un petit commentaire. Je sais que ce n'était pas le thème de votre conférence, mais vous avez dit vers la fin qu'on vivait en démocratie. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la démocratie représentative, c'est la démocratie, mais rendu là, c'est à vous de voir, là, mais sûrement que ça va revenir à la prochaine conférence. Là. Donc, je laisse répondre aux questions principales. Merci. D'accord. On pourra revenir sur la démocratie après, parce que je n'ai pas parfaitement compris. Alors, comment dire? Effectivement, le terme de croyance est très polysémique. C'est pour ça que j'ai pris soin de le définir au départ. Parce que, par exemple, quelqu'un qui croit qu'un dauphin est un poisson, on emploie le mot croire pour ça, d'accord? Si quelqu'un croit qu'un dauphin est un poisson, en fait, il fait une erreur. Mais ce n'est pas ce sens-là du mot croyance qui compte. Parce que la personne qui croit que le dauphin est un poisson, si je lui explique pourquoi ça n'est pas un poisson, il n'y a aucun problème. Elle admettra son erreur, elle dira oui, c'est un mammifère. Par contre, si quelqu'un croit en Dieu et que je lui explique pourquoi il est libre de croire en Dieu, mais que c'est une croyance infondée parce qu'elle ne peut pas être soutenue théoriquement ni empiriquement, et que donc rationnellement, il y aurait du sens à suspendre son jugement, ça, il ne va pas le reconnaître. Si quelqu'un me dit, moi, je crois que notre âme survit à la mort de notre corps, et que je lui dis, mais pourquoi tu crois ça?
ben, il n'a aucun argument à me donner en réalité, mais il y croit. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse et je ne dirais pas que tous les humains ont ce type de croyance. Personnellement, je considère que je n'ai pas de croyance infondée. Je n'ai pas de croyance infondée, c'est-à-dire que je n'ai pas de croyances qui ne sont pas soutenues théoriquement ou empiriquement. Voilà. Donc, pour moi, tout le monde n'est pas également sensible au phénomène de la croyance. Alors après, c'est vrai que on peut distinguer à l'infini ce que l'on veut dire par croyance, parce que c'est pas tout à fait la même chose de croire en Dieu, croire aux tables tournantes, croire aux pierres qui soignent, etc. Mais il y a vraiment des humains qui sont plus portés à ce type de croyance que d'autres. Concernant les primates et la croyance, évidemment, on ne dispose pas d'éléments empiriques qui permettent de répondre avec certitude à cela, hein, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, il n'y a rien qui permet de penser qu'ils ont la moindre croyance que j'ai évoquée. Par exemple, une croyance qui conduit à faire des hypothèses sur un monde qui est au-delà du monde visible. Parce que ce qu'il y a de très fort chez l'humain, et depuis très très longtemps, c'est ce que j'évoquais au début, ce que j'ai appelé l'obsession du monde caché, c'est de dire que le monde, ce qu'on peut appeler le monde proximal, hein, celui auquel on a accès directement, c'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle est bien au-delà. Il y a énormément de choses que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas, qui est au-delà et qui est peut-être plus fondamental que le monde phénoménal auquel on est soumis. Donc si vous voulez, pour pouvoir, d'un point de vue cognitif, hein, pour pouvoir spéculer sur un monde qui est au-delà du monde accessible, il faut des capacités cognitives qui sont énormes et que, à notre connaissance, n'existent pas chez les chimpanzés, par exemple. Et ça se traduit par le fait que chez les chimpanzés, vous n'avez pas d'activité observable qui pourrait suggérer l'existence de croyances. Alors qu'évidemment, chez les humains, depuis très longtemps, bien avant, bien sûr, notre civilisation, déjà au Paléolithique, il y avait des manifestations, notamment à l'occasion de la mort d'individus, qui suggéraient l'existence de croyances dans un au-delà, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, même si on n'a pas de preuves absolument incontestables, la plupart des éthologues considèrent que les animaux qui sont les plus proches de nous ne sont pas parvenus à un niveau d'intelligence suffisant pour pouvoir développer ce que j'ai appelé des croyances infondées. Vous savez, c'est Harari, que vous connaissez peut-être, qui disait, et je pense qu'il a raison, hein, il disait « Jamais vous ne verrez un chimpanzé ou jamais vous ne pourrez apprendre et former un chimpanzé pour qu'il se mette à prier devant une statue qui représente un dieu invisible. » Vous voyez la complexité cognitive qu'il faut avoir pour se dire « je prie », donc je ne parle même pas, hein, c'est au travers de la pensée, je prie, je m'adresse à une statue qui représente un dieu qui existe mais que personne ne voit. D'un point de vue cognitif, compte tenu de ce que je connais de la cognition animale, bon, il se trouve que j'ai pas mal travaillé sur la cognition des babouins, c'est impossible. C'est impossible. C'est quelque chose auquel nous sommes parvenus parce que notre cerveau a développé des capacités, notamment spéculatives, des capacités symboliques, des capacités de penser l'avenir, de penser le passé, qui n'existent pas chez les animaux, même les plus intelligents. Le simple fait de pouvoir penser sa mort, par exemple, hein, de pouvoir imaginer sa mort, est quelque chose dont on n'est pas du tout assuré que ça existe chez les animaux. Non, c'est ça, on n'est pas assuré que ça existe. Je ne veux pas partir de débat, mais moi, j'avais eu des informations différentes de rites funéraires chez certains oui. primates, puis des rites funéraires, puis chez des éléphants, des choses comme ça. Mais je ne veux pas partir de débat, donc... Non, mais
Vous avez raison, je connais bien ça, mais ce que l'on dit sur les rites funéraires des chimpanzés et des éléphants, d'abord, ce ne sont pas vraiment des rites parce que ce n'est pas systématique et il faut se méfier de l'interprétation anthropomorphique. Que je n'ai pas évoqué, mais que j'aurais pu évoquer dans les croyances, parce que l'anthropomorphisme joue un rôle très important dans les croyances. Mais le comportement, par exemple, de chimpanzés, de mères chimpanzés, quand leur petit est mort, ne permet pas du tout de conclure au fait qu'elles ont la conscience de la mort, la conscience de ça représente, et qu'il y a un rite lié à un objectif particulier. On va prendre la prochaine question. C'est Alain Vadeboncoeur, je pense. Oui, merci. Merci beaucoup pour la conférence. C'était fort intéressant. J'ai commencé votre dernier livre avec beaucoup d'intérêt aussi. Il y a plein de points qui étaient fascinants. J'aimerais ça, j'ai deux petits points, puis ça, c'est des questions. J'aimerais ça que vous m'aidiez à résoudre quelque chose quand même dans ce que vous dites qui me semble difficile à concilier. Vous faites la distinction entre les croyances fondées et non fondées. Mais le fondement d'un fait ou de quelque chose, c'est une démonstration, de soit factuelle ou scientifique. Ça me semble un petit peu en contradiction avec la posture face à la croyance où en fait la confiance a un grand rôle. Moi, je suis médecin, je suis capable de valider un peu la science médicale dans certains aspects, en médecine d'urgence par exemple, mais 99% de mon savoir que je dirais scientifique est fondé sur la croyance en des institutions, en des gens que je respecte, en des groupes, en des consensus, etc. Mais je n'ai aucune capacité critique, si on veut, par rapport à ce savoir-là. Et donc, je le considère comme plus proche d'une croyance que d'une analyse, si on veut. Et j'ai un peu de difficulté pour réconcilier ça. Parce que le fondement d'une croyance, il est scientifique, mais moi, je sais très bien que je ne suis pas capable de valider la science du climat, par exemple. Et donc, je l'endosse, j'ai confiance, mais j'ai cette distance-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très court, c'est plus une impression, là. J'ai tendance à voir la croyance comme une fonction du cerveau, comme plein de fonctions, plutôt que comme et peu importe l'objet. Et est-ce que la croyance en Dieu, ça ne sert simplement pas l'expression de cette fonction-là, mais quand il n'y a pas d'objet, si on veut, surtout plus c'est évanescent, et il y a une croyance qui est forte, mais qui finalement ne s'applique pas à un objet, à une personne ou à un animisme, mais c'est un peu abstrait finalement. Excusez-moi, la deuxième question, je n'ai pas bien compris. Oui, ben en fait, je me demandais, parce que j'ai tendance à penser la croyance comme simplement une fonction du cerveau, une fonction adaptative, et la croyance en Dieu comme un peu son expression la plus éthérée quand il n'y a pas d'objet, tout simplement. Autrement dit, on croit qu'il n'y a rien autour et finalement, ça émane tout seul parce que fondamentalement, notre relation au monde est celle de croire en des objets, des personnes ou quoi que ce soit. C'est simplement ça, c'est plus une impression que j'ai par rapport à ça. Oui, moi, je pense que, enfin, comme je l'ai dit, je pense que notre cerveau n'a pas évolué pour croire, parce que ça serait une bizarrerie de dire ça. Notre cerveau a évolué pour traiter l'information de manière hyper efficace, mais en se dotant de ces capacités cognitives hyper efficaces, naturellement, on a été amené à pouvoir spéculer sur des choses qui nous dépassaient. Et donc, dès lors qu'un humain est capable de s'interroger sur cet univers, je pense qu'il y a quelque chose de quasiment fatal à imaginer déjà, par exemple, un créateur. Voilà. Mais vous savez, je crois que même aujourd'hui, il y a 85% à peu près de croyants dans le monde. Et il y en avait probablement encore davantage il y a quelques milliers d'années. Donc c'est Bloom qui disait la croyance est naturelle, la croyance en Dieu est naturelle. C'est l'athéisme qui est une bizarrerie récemment acquise et le fait de personnes assez marginales. C'est presque un phénomène troublant d'arriver à abandonner quelque chose d'aussi naturel. Et pour reprendre la croyance en Dieu, là encore, en fait, ce qui pose beaucoup de problèmes aux gens, mais c'est une erreur en fait, c'est qu'ils se posent une mauvaise question, c'est de dire s'il y a un univers, il faut bien qu'on l'ait créé. C'est l'argument métaphysique de base. Hein. S'il y a un univers, il faut qu'on l'ait créé. Mais pourquoi on pense ça? Tout simplement parce qu'autour de nous, tous les objets que l'on connaît ont été créés.
Et donc, on transfère par analogie à l'univers ce que l'on connaît de nos propres objets. Mais ça n'a aucun sens, parce que l'univers n'a pas besoin d'être créé. L'univers, c'est une donnée de base qui est là tout le temps. Et c'est une mauvaise question qu'on se pose, parce qu'on la pose par analogie à ce qu'on connaît des artefacts qui sont autour de nous. Mais arriver à dépasser ce qui est une question tout à fait intuitive et naturelle, ça ne va pas de soi. Alors, l'autre question… Oui, c'est les croyances fondées et non fondées, parce que vous faites une distinction assez claire, mais qui me semble beaucoup plus floue quand on considère que notre savoir, essentiellement, c'est un phénomène de confiance en des gens, des institutions, tout ça, à part pour une petite partie. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez vu que j'ai commencé ma conférence en définissant, comme je l'ai fait, des croyances infondées. Mais ensuite, j'ai mis au cœur de mon explication le concept de confiance. Et c'est vrai que finalement, c'est assez incompatible parce que le fait de définir les croyances infondées comme je l'ai fait suggère qu'il y a des gens qui sont capables de croire des choses qui ne sont pas soutenues empiriquement ni théoriquement. OK. Mais c'est un peu pareil pour moi par rapport au vaccin. Parce que moi, je n'ai pas les moyens de valider empiriquement et théoriquement ce qui constitue l'efficacité du vaccin. Donc, ça repose quand même, effectivement, sur une croyance, la croyance que les gens sont des personnes de confiance. Donc, je comprends tout à fait votre sentiment d'ambiguïté et je la partage. Mais malgré tout, la différence, mais je suis d'accord que c'est une différence de nuance, c'est que des personnes vont croire, par exemple, si je prends la vie après la mort, hein, le fait qu'on puisse continuer de vivre après la mort. Donc, les personnes croient ceci, mais elles savent pour autant, pour le coup, qu'il n'y a aucun soutien empirique ou théorique à cette croyance-là. Tandis que moi, dans le cas du vaccin, je sais qu'il existe des personnes qui ont fait ce travail d'explicitation théorique et de validation empirique. Donc, c'est un peu différent quand même. Mais je suis d'accord que la différence, elle est quand même peut-être plus de degré que fondamentale. Sauf qu'au niveau des individus, lorsqu'on regarde le profil psychologique des gens croyants, et tel que quand on évoque les croyances très classiques, hein, et le profil des individus, des gens sceptiques, ben, ce n'est pas le même profil. C'est clairement pas le même profil. Voilà. Intéressant. Merci. C'est-à-dire que, juste pour reprendre, moi, si je fais passer une batterie de tests, hein, où je n'évoque jamais de croyance, hein, je fais passer une batterie de tests, je peux dire avec un niveau de prédiction assez bon si la personne est croyante ou n'est pas croyante. Par contre, je ne saurais pas ce qu'elle croit. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, je sais si elle a une propension à croire ou non. Donc, si la fonction est développée chez elle ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, au travers de tas de tests, on peut, sans évoquer une croyance religieuse ou autre, on peut assez finement dire, voilà, la probabilité que cette personne soit croyante est de 0,90 et une autre, c'est 0,10 par exemple, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un fonctionnement cognitif qui distingue les personnes croyantes des personnes non croyantes. Par exemple, je vais vous donner juste un petit exemple qui est tout à fait incroyable. Si je vous dis, par exemple, une maison connaît son histoire. Une maison connaît son histoire. Et on demande aux personnes de dire si c'est littéralement vrai. Ah, ce n'est pas littéralement vrai, puisqu'une maison ne peut pas connaître, d'accord ? Mais si vous prenez des gens qui sont croyants, ils vont mettre plus de temps que les autres pour répondre que c'est littéralement faux. Pourquoi ? Parce que l'interprétation métaphorique, parce qu'on peut le prendre métaphoriquement, ce truc-là, va prédominer sur le message littéral et va les empêcher de rejeter cette affirmation. Et les personnes qui sont victimes de ce phénomène, ce qu'on appelle la confusion catégorielle ou ontologique, eh bien, ce sont les personnes qui croient le plus spontanément. Oui, bonjour. Moi, j'ai plusieurs questions, mais ils sont très, très courtes.
Concernant les primates, ben, écoutez, c'est juste pour le plaisir de vous contredire un petit peu. Je vais partager mon écran ici. Je me cite ici, là, je suis la référence 41 dans mon dernier livre. Même les chimpanzés accordent des intentions aux éléments lorsqu'un violent orage éclate. Ils courent dans toutes les directions, crient et frappent les arbres avec des branches comme s'ils cherchaient à effrayer un prédateur. En l'occurrence, ici, le démon de la pluie. Je cite ici l'article scientifique qui est en bas. Regardez ici l'article, c'est intéressant. Je vous le soumets comme ça. C'est deux bonhommes qui ont développé une thèse selon laquelle la religion, les croyances existent chez les primates. Mais bon, je vous le mentionne de même, c'était pour passer plus de temps que ça avec ça. Et donc, après ça, Oui, oui. je connais ces travaux sur les chimpanzés, mais bon, c'est difficile à interpréter. Alors, vous savez, moi je suis très darwinien, donc j'ai tendance à admettre une gradation et pas une rupture radicale, hein. Mais malgré tout, je pense qu'il y a vraiment un saut qualitatif qui s'est produit avec Homo sapiens, quoi. Mais après, qu'il y ait, on va toujours retrouver des espèces de prémices de cette capacité de croire à un autre univers que le nôtre, mais c'est très difficile à appréhender et ce que l'on en observe, c'est parfois difficile à interpréter, quoi. Tu sais, j'allais dire, puis je me suis surpris, on a quand même une intuition pour savoir si une information est bien fondée, mais le mot intuition est vraiment mal choisi ici. Oui. Disons, méthodologie, hein, quand même. Quand on entend une histoire, là, on a développé, certaines personnes, en tout cas, ont développé une méthodologie pour distinguer le bon blé de l'ivraie. Oui, D'abord, oui, on analyse les sources. Ça vient de oui, qui? Ça a été oui, dit dans quel contexte? Est-ce que ça connecte avec d'autres choses qu'on a déjà oui, entendues? Fait oui. que, tu sais, je ne veux pas utiliser le mot intuition, mais à quelque Oui, part, oui, oui, ça mais se si. développe, cette méthodologie-là. Là. Fait que je ne pense pas que c'est juste une question de confiance non plus. Tu sais. On peut entendre une théorie qu'on n'a jamais entendue, puis certaines personnes vont être plus habilitées à reconnaître une vraie théorie fondée scientifique que d'autres. Là. Qu'est-ce que tu en Oui. penses? Ouais. Oui, tout à fait. Mais ce que l'on montre, c'est les personnes qui fonctionnent de manière le plus analytique, c'est celles qui disposent des meilleurs outils pour justement évaluer la validité d'une théorie. Parce qu'il faut disposer de certaines habiletés cognitives qui s'apprennent, hein, elles ne sont pas forcément innées, hein, elles s'apprennent, mais il faut en disposer pour arriver justement à distinguer ce qui est cohérent ou incohérent. Mais alors, là-dessus, je voudrais dire deux choses. Vous m'y faites penser. C'est que il faut bien voir que dans notre univers ancien, celui du Paléolithique, les hommes vivaient en petits groupes, puisque finalement, un humain dans sa vie, il voyait, au maximum, il voyait quelques centaines d'individus dans sa vie. Aujourd'hui, quand vous circulez à Montréal, vous en voyez des dizaines de milliers, hein. Et la plupart de ces individus, on les connaissait. Et donc, par rapport à l'évaluation, est-ce qu'on nous dit vrai ou faux, la connaissance de l'individu nous permettait de savoir la probabilité qu'on dise vrai ou faux. Parce que vous le savez, autour de vous, il y a des gens qui racontent des blagues et puis il y en a qui en racontent moins. Et on s'appuie sur ça pour savoir s'il faut accorder du crédit ou non. Le problème, c'est que maintenant, l'information provient d'inconnus. Quand vous voyez un truc sur Internet, vous ne connaissez pas la personne. Et donc, ce dont on disposait naturellement dans notre environnement jadis pour accorder du crédit à quelqu'un ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça rend la chose extrêmement difficile. Et je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. On a fait des expériences pour voir si les sujets humains, en moyenne, arrivaient, quand on leur donnait des propositions quelconques, d'évaluer si elles étaient vraies ou fausses. En fait, on n'est vraiment pas doué. On n'est vraiment pas doué. On a de grandes difficultés à distinguer des informations vraies ou fausses. Et puis, il y a beaucoup d'aspects qui sont complètement, comment dire, a priori sans importance, qui vont jouer un rôle déterminant dans l'acceptation d'une information. Par exemple,
Je donne juste un exemple. Si une information est écrite avec une police très visible, eh bien, on lui accorde plus de crédit que si elle est écrite avec une police moins visible. Ça n'a rien à voir avec l'information. Ou bien, si une information, et on a fait des expériences comme ça, hein, vous l'écrivez en caractère gras, et l'autre, vous l'écrivez en caractère standard. Et vous dites aux gens, voilà, laquelle de ces deux informations est vraie? Eh bien, les gens vont vous répondre plus fréquemment l'information en caractère gras. Donc, on voit que notre cerveau utilise des indices qui sont des indices absolument pas pertinents, mais qui vont jouer un rôle dans l'acceptation ou non d'une information. C'est tout ça pour dire que on doit essayer d'être rationnel, rigoureux dans l'acceptation d'une information, mais il y a des tas de facteurs qui sont complètement, je dirais, hors champ et qui malgré tout vont jouer un rôle déterminant. L'assurance aussi, juste le ton de la voix quand quelqu'un Oui, parle a une totalement. grosse incidence. Là, on a fait des expériences aussi là-dessus, en jouant un petit peu sur la hauteur de la voix. D'accord? Si on augmente la hauteur, on descend, si la voix est un peu plus basse, on accorde plus de crédit que si elle est un peu plus haute. Mais c'est aussi parce que, mais c'est pas bête, pourquoi? C'est bien qu'on fonctionne comme ça, parce que quand les gens mentent, surtout les mauvais menteurs, ils ont tendance à avoir une voix un peu plus haute. Et le cerveau, il a enregistré ça. Bon, on va prendre, avant de passer à l'une du bain vite, je voulais juste faire un petit commentaire vite vite. Le prochain numéro du Québec sceptique, mes articles personnels vont être écrits en caractère gras et ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord vont être en plus petit caractère. Allez-y, Lynn. Juste pour, il y a un autre hasard qui fait que je vais faire des liens avec ce que vous venez juste de dire. Monsieur Gagnon, tantôt, a dit que, tu sais, on le sait quand on a une bonne ou une moins bonne intuition. Ça m'a fait penser à, il y a une photo qui a circulé il y a quelques années d'un avion qui perdait sa queue, puis où on voyait les gens être aspirés vers l'extérieur, mais on les voyait, puis il y avait nécessairement quelqu'un qui avait pris une photo, okay? Puis qui n'avait pas été aspiré, ou en tout cas, on a retrouvé sa photo. Alors, il y a tellement de gens qui ont embarqué là-dedans, puis qui ont dit, ça se peut. Puis des gens que je connais, qui sont par ailleurs, tu sais, qui accordent beaucoup d'importance aux faits, puis à la science, puis tout ça, qui ont embarqué là-dedans. Fait que faut faire attention avec notre intuition. Vous avez dit que vous êtes très darwinien. Alors, est-ce que la croyance, parce qu'on sait que, bon, l'évolution, c'est quoi? L'évolution garde ce qui marche. Moi, je résume ça comme ça. Ce qui marche, on est capable de l'observer. Puis ce qui marche plus ou ce qui n'a pas marché, on le voit pas. Alors, est-ce que la croyance a été un avantage évolutif pour l'humain? Est-ce que ça fait en sorte, tu sais, quand on pense, par exemple, vous avez parlé aussi de cohérence intergroupe, mais tu sais, il y a toute la question de l'importance que l'humain accorde à l'appartenance à un groupe. Moi, j'ai vu des expériences complètement fantastiques avec des gens qui étaient présumés hyper tacheurs ou hypo-tacheurs en regardant des photos, puis on les mettait dans des groupes, puis les gens avaient tendance à récompenser ou à punir les gens qui étaient avec. C'est fantastique. Oui. Alors, donc, ma question, c'est ça. Est-ce que ça a participé à notre évolution? Est-ce que c'était un avantage pour notre évolution? Je trouve que c'est vraiment une très bonne question. Moi, elle m'intéresse beaucoup, cette question, parce que cette perspective, là, vous avez une perspective évolutionniste, et je trouve que c'est intéressant de se poser les questions comme ça. Je ne sais pas.
comme je l'ai dit, moi, je prends la croyance comme un effet secondaire de l'évolution de notre système cognitif. Ah non, mais Donc, ça, c'est fantastique. Vous mais, m'avez vraiment... mais peut-être que ça a aussi un intérêt adaptatif. C'est tout à fait possible. Je l'ai dit tout à l'heure, en moyenne, les gens qui sont croyants ont certains avantages au niveau psychologique, au niveau santé physique. Donc, peut-être que de ce point de vue-là, ça a pu être retenu par l'évolution parce que bah, voilà, ça présente certains avantages. Il y a ça. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les sociétés les plus fortes, enfin, oui, celles qui ont été les plus dominantes dans notre histoire, ont été des sociétés très religieuses. Et je pense, alors c'est difficile, hein, mais il est possible que la religion, ce qu'on appelle les grandes religions, donc avec ce que les anthropologues appellent les gros dieux, c'est-à-dire les dieux qui peuvent vous juger, qui peuvent vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Il est possible que le fait que certains hommes aient créé ce type de religion ait procuré pour leur groupe, en tout cas, un avantage considérable. Parce que le fait que la religion participe à la solidarité à l'intérieur du groupe renforce le groupe vis-à-vis des autres. Donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas en termes évolutifs sur un temps long, mais en tout cas, pour les 10 000 dernières années, il est probable que la religion a permis aux peuples qui ont créé ces religions de dominer la planète. Merci beaucoup. Juste pour terminer, il y a 4 ans, j'ai reçu un diagnostic de cancer. Puis je me suis dit, fiou, une chance que je suis athée. Parce que je me suis dit, je vais suivre les plans de mes médecins, puis jusqu'à maintenant, ça a marché. Mais parce que vous êtes exceptionnel, parce que la plupart des gens auxquels on apprend qu'ils ont un cancer développent beaucoup des croyances qu'ils n'avaient pas avant. Hein. Le phénomène est massif. Moi, il n'y a rien qui marche pour moi, une croyance, le bon Dieu. Mais si vous voulez, malgré tout ce que j'ai pu vous dire qui permet de distinguer les personnes qui sont croyantes des personnes qui sont sceptiques, j'avoue que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui demeure. C'est-à-dire, même si je dispose de pas mal d'explications, je n'arrive pas à comprendre complètement, enfin c'est le sentiment que j'ai, de ne pas arriver à comprendre complètement pourquoi des gens sont aussi imperméables aux croyances et d'autres aiment s'y vautrer. C'est vraiment étonnant. C'est fascinant. Mais moi, je suis née dans une famille catholique d'un père croyant, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici pour qui c'est un fait. Et moi, en me collant à la science, j'ai tranquillement laissé tomber les croyances que j'avais. Oui. On parle du cheminement de foi. Moi, c'était le cheminement de défoi. Parce que plus j'apprenais la science, plus je me disais, bon Dieu, ça se peut pas, c'est impossible. Oui, mais l'apostasie est une chose très difficile. Tout le monde ne parvient pas à le faire. Après une question d'une femme de peu de foi, on va passer à Philippe. Est-ce qu'on passe à la prochaine question, M. Vadmoncoeur? Oui, elle va être courte. Puis, écoutez, j'ai manqué le début de la conférence. Vous l'avez peut-être traité, mais est-ce qu'il y a une corrélation entre la pensée complotiste et la croyance religieuse au sens traditionnel? Parce qu'au Québec, c'est peut-être un exemple, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui émanaient de la sphère complotiste et qui se revirent vers, pour dire quelque chose de catholicisme assez intense. Là. Puis même, si on prend des gens comme Trump qui n'ont pas l'air d'avoir une vie très branchée sur la religion au départ, en fait une espèce de moto. En fait, on dirait qu'il y a un lien, mais est-ce qu'il y a une corrélation qui a été montrée entre ça? Oui, alors il faut savoir que déjà, quand on croit à une théorie complotiste, la probabilité de croire à une autre théorie complotiste est très, très grande. Voilà. Et ensuite, lorsque on est croyant, au sens religieux du terme, la probabilité de croire à une théorie complotiste est beaucoup plus grande que lorsqu'on est athée. Mais
par rapport à ce que j'ai dit, ce n'est pas tellement étonnant, puisque comme ce sont les mêmes processus qui participent à la production de ces croyances, il est assez fréquent qu'on ait plusieurs croyances partagées, voire même incompatibles d'ailleurs, hein. Mais c'est tout à fait normal. Après, ce sont plutôt un contexte culturel qui va faire qu'on va développer telle ou telle croyance. Par exemple, vous avez des gens qui sont clairement anticléricaux, parce que, bon, dans leur culture familiale, etc. Mais à côté, ils vont développer des croyances, par exemple, chamaniques. Mhm. Et bon, en réalité, les croyances religieuses et chamaniques sont sous-tendues à peu près par les mêmes choses. Mais d'un point de vue positionnement, ils vont rejeter l'une et accepter l'autre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point commun, et il est observé statistiquement, entre les croyants religieux et les croyants complotistes. Et la corrélation est forte. Quand vous dites qu'il y en a beaucoup plus, c'est fort, on peut Alors, dire ça? je ne peux pas vous donner de chiffres concernant la force de la corrélation en termes de statistiques, hein. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, elle existe. Ça, c'est très, très clair. Très, très clair. Je vais remercier M. Ripoll pour cette excellente conférence. J'ai vu dans le chat beaucoup de gens qui ont adoré la conférence. Alors, je pense qu'on va vous réinviter probablement pour cet automne pour une autre conférence, aussitôt que possible. Puis, merci beaucoup à vous et c'était un plaisir. Vraiment intéressant. Merci.